si à 2h du matin, en théorie, ton API elle n'est pas censée être utilisée et tu vois ton serveur passer à 100%, t'as un petit truc où il faut se poser des questions. De toute façon, les API sont un mal nécessaire. Alors c'est une opportunité de business, ça fait partie de la transformation digitale. Donc là, il y a des méthodologies qui existent. Le but, c'est pas qu'elles soient un frein, elles standardisent, elles automatisent. À la base, le DevOps, c'est ça. Dire que c'est la faute des développeurs, c'est trop facile et c'est convenant aussi pour tout le monde parce que c'est finalement eux qui gèrent le code. Et le Zero Trust, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler en 2025. Mais réellement, combien d'entreprises du CAC 40 ont mis le Zero Trust en place? C'est ça la vraie question. Bonsoir et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Akamai. On va parler du sujet suivant, vulnérabilité sur les API, un frein à la transformation digitale. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à nos 4 experts qui vont pouvoir se présenter brièvement avant de répondre à mes questions. Et je commence par Jérôme Renou. Bonjour Yasmine et déjà merci de m'avoir invité à cette émission. Donc je suis Jérôme Renou, je travaille chez Akamai France, j'ai la chance de diriger Akamai France. Akamai c'est un petit peu plus de 10 000 personnes, la filiale française à peu près 90. J'ai un parcours principalement dans l'internet, bien évidemment la cybersécurité et les opérateurs télécoms. Voilà. Et la raison de ma présence aujourd'hui c'est principalement là, un intérêt fort sur la sécurité des API. Merci. Yolanda Amorim. Bonjour, merci de m'avoir invité aussi, Yasmine. Je suis Yolanda Amorim, je suis brésilienne, donc vous pouvez remarquer mon accent. Je bosse pour Believe, qui est une entreprise de distribution de musique. Ça fait pas longtemps, mais voilà, c'est plutôt mon rôle d'être responsable de sécurité applicative, donc c'est pour ça que je suis là, c'est exactement ça que je fais. À chaque fois, regarder la sécurité pour l'API et tout ce qui est web. Merci. Nathan Gilbert. Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Donc moi je suis Nathan Gilbert, je travaille chez Framatome. Framatome c'est anciennement Areva, on fait de la construction de centrales nucléaires, donc du design à la fabrication des pièces, à l'installation jusqu'à la maintenance. Et on s'arrête là, tout ce qui est extraction, pré-traitement, post-traitement, c'est à côté. Et donc moi je travaille dans les équipes cybersécurité de Framatome depuis bientôt 3 ans maintenant. Et j'interviens principalement sur des sujets de gouvernance, pilotage de projets. J'accompagne des équipes et différents sites dans une montée de maturité cyber. Et Marc-Frédéric Gomez. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis le responsable du CERT du groupe Crédit Agricole, donc je vais représenter mon entreprise. On est une petite entreprise de 184 000 personnes, présente dans 47 pays. On a 79 entités, on fait de la banque, de l'assurance, on fait du vin, de la météo, ça peut surprendre, ainsi que de l'énergie. Mais on a d'autres métiers. Et je tenais à vous remercier de m'avoir invité parce que moi j'ai une problématique sur les API, c'est quand même le cœur du sujet. Oui. Et je voulais vraiment mettre un focus sur la menace que ça représente d'exposer ces API sur Internet. Et c'est vraiment une porte d'entrée. Donc c'est la raison de ma présence ce soir. Et j'espère qu'on va pouvoir échanger de façon dynamique. Aucun doute, toujours sur Risque Intel Média. Déjà, le public qui nous suit est toujours au rendez-vous avec nous. Moi, je suis très contente de cette thématique parce que finalement, pour ceux qui nous suivent déjà depuis 4 ans, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet des API. Donc même pour moi, ça va être une nouveauté. Je vais apprendre des choses avec vous. Alors, on va commencer par l'IA. J'ai envie de vous dire, c'est un peu naturel depuis 2024. C'est le début de presque chacune de nos émissions puisque finalement, l'IA est injectée dans plein de choses. Donc, voilà, on en parle depuis quelques années. Il y a eu d'ailleurs récemment l'IA Summit à Paris, donc vraiment pour montrer que c'est une grande thématique. Et justement, en préparant cette table ronde, j'ai vu qu'en fait, c'était également utilisé pour exploiter des API. Donc ça s'appelle le LLM Jacking. Et donc je vous présente à l'écran quelques chiffres déjà qui ressortent d'une étude d'Akamai, mais également d'un article du Monde. Je me suis posé la question dans ce contexte, comment on peut justement protéger des LLM avec ce nouveau type d'attaque. Alors je commence par toi, Yolanda. Je crois que pour protéger les LLM, il faut comprendre les façons, la menace. Donc les LLM jacking, c'est plutôt les gens qui arrivent à prendre les crédentials, soit parce qu'ils sont dans un endroit
pas correct, pas sécurisé, soit parce que c'est passé un leak ou quoi que ce soit. Donc, dans ce type d'attaque, la défense principale, c'est plutôt comment on va sécuriser les crédentials et si les access API qui touche directement l'LLM, il est bien sécurisé ou pas. Parfois, on peut utiliser en façon d'authentifier faible où on utilise les bons crédentials, on utilise les bons endroits à garder les crédentials, mais quelqu'un, Jean-Jacques, décide de garder pour faciliter sa vie dans un point texte et voilà, tout est perdu parce que les crédentials est parti. Donc là, c'est plutôt préconiser la sécurité de où on va mettre les crédentials d'ACCESS au LLM et API qui le touchent. Mais tu ne parles pas de monitoring, parce que sécuriser les credentials, c'est important, mais il faut quand même pouvoir monitorer, parce que tu peux avoir un credential qui soit actif, qui soit légitime, mais la personne, par exemple, ce que utilise ton API à travers de la géologue, il est officiellement à Paris, tu vois qu'il se connecte de Thaïlande, il utilise le credential, comment tu remontes l'alerte ? Parce qu'il est apparu sur le dark, alors on va dire sur le dark web pour faire un peu hacker, mais donc les credentials ont fuité dans l'entreprise, la personne l'utilise, il est toujours ces credentials sont toujours actifs. Donc comment tu vas le monitorer ça ? Comment tu as son retour d'expérience là-dessus ? Oui, je crois qu'il y a pas mal de situations comme ça, bien sûr, loin ou proche de l'LM. Les monitoring, c'est une deuxième couche de sécurité. La première, on fait ça de base bien, et après, on regarde. Donc, on va réagir à la situation. Le monitoring, on peut mettre, bien sûr, les alarmes, soit si la crédentiale est utilisée dans un endroit absolument incroyable, rien à voir avec le normal, ou soit si la quantité de données utilisées ou les comportements, elle n'est pas normale on utilise normalement cette LLM. Utilisation massive ou autre. Oui, parce que c'est ça les grands enjeux pour le LLM, c'est les gens qui utilisent pour avoir les bénéfices, donc mettre plusieurs machines à jouer les choses, donc soit générer des codes pour faire des autres attaques, soit gérer des images qu'il vaut. Avec l'IA, on peut générer tout et n'importe quoi. Donc, c'est ça les enjeux. Donc, mettre beaucoup de machines, beaucoup de choses à jouer à son bénéfice. Et ça, on peut mettre aussi les alarmes au niveau au cours. Si on regarde que ça déclenche beaucoup d'utilisation des machines. Quand ça vient de la même IP, généralement. Ouais. De la même IP, tu vois une centaine de connexions simultanées qui commencent à jouer des différents scénarios de connexion, de déplacements latéraux, d'exfiltration, où ton API se surcharge. D'où le monitoring, l'importance du monitoring. Oui, absolument. Si à 2h du matin, en théorie, ton API elle n'est pas censée être utilisée, tu la vois, et tu vois ton serveur passer à 100%, un petit truc où il faut se poser des questions. Quand même. Ouais, ça peut commencer à être ça commence à sentir le roussi, comme on dit dans le système d'information. Ça, c'est un vrai sujet, c'est le sujet de l'API abuse, en fait. C'est les dérives cachées derrière une utilisation légitime des API, mais qui sont utilisées à des fins différentes de leur vocation initiale. Donc ça demande effectivement un monitoring particulier. Il y a des solutions d'analyse comportementale, où en fait on définit des patterns d'utilisation en fonction des utilisateurs, en fonction effectivement d'heures, ça peut être des heures, ça peut être des lieux géographiques, ça peut être des navigateurs, bref, tout ce qui paraît anormal va générer des alarmes avec un système de notation en fait, et on va pouvoir définir si le comportement est normal ou anormal, et à partir de la remontée d'alarme, une décision sera prise pour éventuellement suspendre la session, isoler la personne qui est en train d'intervenir sur une API. Alors moi j'avais une question, c'était un de mes centres d'intérêt de la table ronde, c'est là quand on fait un développement sur une nouvelle API, il n'y a pas de sujet, on va prendre tout ça en ligne de compte. Mais quand on est sur des systèmes legacy, on a par exemple des systèmes, on a ouvert des API à différents développeurs, etc. depuis des années, on est sur des vieux systèmes, comment on fait pour mettre en place une sécurité sur l'API ? Comment je fais pour dire, au début, on voit encore, ça va se faire bondir certains de nos auditeurs, mais on voit encore des API, il n'y a pas d'authentification. Vous les interrogez en live et vous sortez tout ce que vous voulez dedans. Parce que c'est une obligation, il n'y a pas de... Et puis, ce n'était pas prévu lors du développement de ces API de mettre une authentification, de mettre un petit vecteur de savoir s'il y a de la charge, etc. Tout ça, ça n'existe pas. C'est une API, vous l'interrogez, elle vous répond et ça marche plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a des systèmes qui existent pour se protéger de ça ?
Pardon, je suis désolé, c'est... Non, je t'en prie. Écoute, je t'ai dit que tu pouvais poser des questions. Tu vois, Voilà, l'objectif, c'est qu'on échange. c'était la raison de ma présence, parce que c'est un vrai sujet que j'ai. Et aujourd'hui, quand on parle sur des nouveaux développements, tu fais de l'OWASP, tu es protégé, il n'y a pas de sujet. Quand tu fais de l'OWASP, ton API, elle va te protéger, tu vas faire tout ce qu'il faut pour enquiquiner un maximum ton attaquant. Par contre, quand tu as du legacy, une API existante, tu as plusieurs centaines, voire milliers d'applications qui utilisent des API, tu dis, ouais, très bien, mais je dois les protéger. Est-ce que je fais appel à un prestataire de service qui va le faire? Est-ce que je dois mettre des frontaux en face de ces API? Voilà, c'est ce genre de choses que c'est pas très documenté quand on regarde bien. Je pense que tu peux utiliser les mêmes principes que comme tu gères des OS, des serveurs ou des machines legacy. Si c'est des API ou si c'est des serveurs, tu ne peux pas arriver avec ta couche de protection, authentification traditionnelle. Alors tu peux peut-être effectivement mettre une porte d'entrée, une gateway où tu supervises, où tu as des scénarios, soit en termes de consommation pour détecter de l'API abuse avec des flux, de la volumétrie, des connexions étranges. Je ne revends pas un WAF quand même. Non. Je voudrais pas. le Moi, je le ne vends WAF rien. de l'API. Moi, je vends des centrales, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. Et sinon, effectivement, donc, il y a tous ces scénarios de détection. Et après, tu peux aussi segmenter dans ton réseau, que tu sois producteur d'une API et qu'elle est obsolète et ça coûte soit trop cher de la mettre à jour. Et, Le développeur est parti à la le retraite, tout développeur est simplement. Si on prend le cas des parti, mainframes, il y a quelques API qui ont été ouvertes, on le voit encore dans certains environnements. Et on se dit, ok, le réseau est soi-disant protégé, mais si quelqu'un s'introduit dans le réseau, fait un mouvement latéral, il rentre, il a accès à l'API, il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de monitoring, il peut aller exfiltrer de la donnée, c'est quand même un des premiers risques, il peut aller toucher à l'intégrité de cette donnée, la détruire, ou prendre le système, par exemple s'il se connecte sur un grand système, il peut se dire, tiens, je peux aller plus loin et... Je pense que c'est là où tu mets une sécurité par couche, t'isoles, t'identifies tes cas, soit de production, soit de consommation d'API qui sont potentiellement dangereux. Et ensuite, tu vas mettre des couches dans des SI isolés où tu vas gérer avec des solutions dédiées, pas traditionnelles, où tu vas avoir effectivement de la détection, tu vas isoler d'un point de vue physique, logique ton réseau, tu vas contrôler tes flux pour que ça ne communique pas de façon open bar de la même manière avec tes API qui sont toutes propres et tes API qui sont un peu crado parce que ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas été mises à jour. Mais qui sont disponibles sur Internet, c'est ça la difficulté, parce que quand on est sur un réseau propre qui est hyper segmenté, on sait tous le faire, on sait le protéger. Mais là on l'est exposé sur Internet. Donc l'API est accessible. La nécessité, c'est vraiment, pardon de te couper, c'est vraiment l'inventorisation, le recensement des API avec le versionning. Alors ça, le DevOps d'ailleurs maintenant a fait évoluer énormément les choses parce que le DevOps réconcilie beaucoup la phase de maintenance et d'exploitation avec le développement. Là où on avait avant une vraie scission entre le développement et puis une fois que c'était développé, je laissais d'autres exploiter. Donc le DevOps a cette faculté de rapprocher un petit peu les deux mondes et d'assurer un suivi. Mais le seul moyen de répondre à cette problématique, tu as tout à fait raison sur cette problématique, c'est le recensement, c'est le versionning, c'est l'inventorisation et puis le maintien à jour des applications. Après, tu touchais à un autre sujet qui est très intéressant, qui sont les mouvements latéraux. C'est intéressant. Nous, on aborde cette thématique avec le Zero Trust notamment et avec une solution de segmentation. Voilà, on préconise des solutions de segmentation qui évitent les mouvements latéraux en partant du postulat que de toute façon, à un moment ou à un autre, un malware arrivera à se protéger ou au moins une partie de l'API sera exposée, un hacker arrivera à pénétrer une partie du réseau. Donc on va segmenter. Et en segmentant, on se prémunit des mouvements. Puis on va le rendre plus difficile, il va passer à autre chose. De toute manière, plus ça va devenir difficile, plus il passera à autre chose. Puis il se passera à autre chose, et on aura de plus une cartographie des flux, c'est aussi un des bénéfices de la segmentation, pour comprendre qui a accès à quoi, qui fait quoi, et quelles sont éventuellement les API qui ont été abusées et qui ont permis une porte d'entrée. Parce que le vrai danger dans ce que tu viens de décrire, c'est en fait les API dormantes, qui sont encore sur le réseau. Je ne les sors pas parce que je ne les utilise plus. Et malgré tout, elles ont des failles qui ont été exposées, qui sont documentées sur le dark web. On trouve des tutos sur comment... Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je posais la question. Mais en fait, comme elles ne sont plus utilisées, finalement, on les laisse dormir. Et c'est ça tout le danger de ne pas avoir inventorisé correctement et de ne pas avoir recensé correctement le versionning de ces API. Alors justement, donc vous avez titillé la curiosité du public. J'ai quelques questions. Alors j'ai Patrick notamment qui dit très bien comment faire une inventorisation des API existantes. Alors, la problématique donc, de l'inventorisation, elle est, donc, comme on le disait il y a quelques instants, elle est vraiment clé parce qu'on a ce principe d'API dormante. Donc, il faut. Nous, ce que l'on met en avant, ce que je disais il y a quelques secondes, c'est le
le zéro trust. C'est de dire, on a une philosophie qui est de dire, on fait confiance à rien, à personne, à aucun flux. Et au-delà des mécanismes de sécurisation traditionnels, donc on parlait du WAF, on parlait des API Gateway, on peut mettre des tokens en place, on peut mettre tout un système de sécurisation des API. Ce qui est vraiment clé derrière, c'est d'aller recenser, découvrir ces API, comprendre quelles sont les API qui ont été compromises. Donc en fait, assurer une visibilité du cycle de vie des API et de la surface d'exposition des API. La surface d'exposition, elle est absolument critique. Il faut comprendre, et ça se fait à travers la gouvernance, la compliance, c'est tous les mécanismes qui vont nous forcer finalement à bien comprendre quelle est la surface d'exposition du cycle de vie d'une API pour effectivement la documenter et apporter différents mécanismes de sécurisation, mais pas uniquement au niveau de l'API, mais comme on le disait, s'en prémunir également en amont, en aval, mais aussi derrière avec des solutions de segmentation ou autres, pour pouvoir se dire de toute façon, à un moment ou à un autre, j'aurai une API qui sera compromise. Et il faut que je sois capable de limiter les dégâts, c'est-à-dire segmenter mon réseau pour éviter une propagation d'un malware ou propagation d'un vol de données ou propagation de bots qui ont compris la faille et qui sont en train de faire tout un tas de choses. Sur une PME ou une ETI, c'est assez facile parce que ce sont des parcs informatiques qui ne sont pas, on va dire, très, très importants. Sur des grands groupes, ça va tout de suite devenir plus compliqué. En plus des grands groupes internationaux, on ne parle pas de quelques centaines de machines, on parle de plusieurs dizaines de milliers de serveurs. Et on se retrouve avec du legacy. Le fameux serveur, on va le décommissionner, c'est prévu, mais on est pris dans le feu de l'action, ça va rester, etc. C'est ce genre de choses. Et là, il faut se associer avec le métier. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que les informaticiens, ils sont géniaux. Je ne vais pas tirer contre ma paroisse. Mais si on n'a pas le métier avec soi, et si on n'a pas les gens qui ont l'historique de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à aller voir dans ces cas toutes les différentes catégories dans le métier et de dire mais on n'avait pas mis ça en place ou tel système, etc. Et vous allez découvrir que on a oublié dans un coin un serveur avec une belle API sans authentification et qui donne accès à de la donnée sensible, etc. Donc qui n'est peut-être pas forcément exposé sur Internet parce que tout de suite il y a ce côté-là. Et le zéro trust, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler en 2025. Ça a commencé en 2024 à faire beaucoup de bruit. Mais réellement, combien d'entreprises du CAC 40 ont mis le zéro trust en place ? C'est ça la vraie question. On en parle, on va dans tous les salons, tout le monde dit c'est génial, on va faire aucune confiance à qui que ce soit, mais quand on regarde sur des réseaux complexes, Alors tu as complètement raison. La segmentation notamment... Elle existe déjà, ça existe. Ça existe, mais malgré tout, on a très peu d'entreprises qui ont fait le pas. Quand on discute avec les CISO, les RSSI... Ou même les DSI, le budget. Tous vont vous dire, je rêve d'avoir une vraie politique de segmentation, de vrais outils de segmentation, parce que c'est un petit peu la Rolls, on va dire, complémentaire de tous les outils de sécurité qu'on a à disposition sur le marché. Il y en a pléthore. Mais la segmentation, c'est un petit peu un aboutissement. Et effectivement, c'est généralement c'est perçu comme étant long, complexe, coûteux, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est un marché concurrentiel comme les autres, les solutions sont devenues plus simples à déployer. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de standards de segmentation. On trouve plein de standards d'architecture ou de bonnes pratiques pour mettre en place des nouveaux systèmes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de prétextes ou d'excuses pour se dire je mets mon réseau à plat et puis advienne que pourra, mes métiers ont besoin de leurs applications, qu'ils se débrouillent. Aujourd'hui, on a des super process de développement DevOps, DevSecOps pour faire du développement sécurisé, faire l'inventaire de ces API, assurer un versionning, une traçabilité, un cycle de vie, définir des responsabilités, automatiser des tests, hyper simple avec des API d'automatiser des tests parce que le comportement est prédictible, donc on peut automatiser très simplement. Pareil pour la construction des systèmes, il y a bon nombre de standards, plein de solutions qui existent pour vous aider à faire du zoning, de la segmentation, définir vos zones, adapter votre niveau de protection en fonction de votre zone, de ce que vous mettez dedans. Tout ça, c'est super, effectivement, pour le legacy et l'historique. Sur un grand groupe à l'international, réparti sur plusieurs plaques géographiques, avec des équipes différentes, des rachats, des fusions, et puis on a racheté un bout d'une usine qui ont un truc, et puis... Même chez un éditeur de logiciel, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Tu prends un éditeur de logiciel, il a plusieurs versions, il sort des versions d'API régulièrement, il dit je décommissionne celle-ci, je la laisse en legacy. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a axé le débat sur la défense. On ne s'est pas mis une seule fois dans la position de l'attaquant. Alors que faut quand même, le but du jeu de la cybersécurité, c'est de se protéger, d'éviter un maximum d'avoir cette compromission. Mais
pour l'attaquant, quand on prend tous ces systèmes legacy, il suffit d'aller faire une recherche sur n'importe quel moteur de recherche, entre guillemets un petit peu célèbre, et on trouve API legacy, on trouve sur les API legacy toute la doc pour faire la compromission. Et là-dessus, on n'a pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de détection, de stopper le côté. Et on voit encore, c'est passé la semaine dernière sur Stripe, le moyen de paiement, ils avaient une API legacy qui permettait de valider si votre carte bancaire était valide ou pas. Donc c'était génial. Ils ont trouvé une autre faille dans WooCommerce, une boutique en ligne, un logiciel de boutique en ligne, et ils se sont mis à utiliser des cartes bancaires qu'ils trouvaient sur le dark web. Et elle vérifiait d'abord qu'elles étaient valides grâce à cette ancienne API. Donc elle disait, la carte est valide, je peux faire mon paiement. Et ils se sont mis à acheter dans le site de commerce avec ces fausses cartes. C'est un exemple, comment ils n'ont pas beaucoup réfléchi, les attaquants. Ils se sont juste mis dans une posture, j'ai des cartes bancaires, je dois les faire valider, il faut que je trouve un moyen. Là, c'est plus dur quand même. Et il faut que je puisse acheter chez des commerçants qui ne vont pas faire de vérification type 3D Secure, ce genre de choses. Et c'est là qu'on voit que la faiblesse de nos API, on se dit, parce que le système qui est en prod, lui qui n'est pas legacy, il est ultra protégé. C'est impossible de faire un faux paiement. Par contre, en passant par le système legacy, personne n'a rien vu. Et alors, ils ont trouvé comme moyen de protection d'éviter les fameux paiements de moins de 5 $ ou de 5 €. Parce que c'est des montants pour vérifier si la carte était valide ou pas. Et ça s'est fait avec une intelligence artificielle, et c'est plusieurs dizaines de milliers de cartes qui ont été utilisées comme ça. Voilà, c'est le côté... Alors, justement, pour rebondir sur ma prochaine question, on a beaucoup parlé en 2024, puisque c'était l'année de l'IA, du Shadow AI, mais on a également le Shadow API, qui fait également de plus en plus parler de lui. Alors, je veux bien une petite définition. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a de plus en plus de projets en IA qui vont être intégrés avec des API qui sont facilement accessibles par le web, ce qui rend finalement la surface d'attaque de surveillance, d'accès difficile à gérer. Et donc, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité, justement, pour les CISO, les RSSI, de pouvoir détecter ou de chercher, en fait, ces API cachés? Ça doit l'être. Il n'y a pas de... Il faut pas... Alors, déjà, peut-être redéfinir. C'est quoi ce Shadow API? Alors, ce sont des API qui ne sont pas identifiés dans la CMDB, donc dans la base de connaissances de l'entreprise, qui vont être faits par le métier pour un besoin urgent. Donc, ils décident de le faire. On ne demande pas l'avis... Tu as des exemples, peut-être? J'ai aucun exemple à donner. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Vas-y, tu pourras essayer. Donc, c'est surtout le fait que je vais prendre un exemple très concret qui est passé il y a moins d'un mois. Il y a des startups qui ont fait faillite. Okay. Donc, c'est des startups, voilà, c'est des choses qui arrivent, ils n'ont pas été au bout de leur système, ils ont fait faillite. Donc, les noms de domaine sont retombés dans le domaine public. Et il y a des groupes d'attaquants qui ont attendu que ces entreprises qui travaillent avec des API, sur des systèmes d'intelligence artificielle, soit déposent le bilan. Ils ont reposé le nom de domaine. Ils ont réactivé leurs comptes Google. Alors, c'était des comptes Google et des comptes AWS. Ils les ont réactivés avec les mêmes adresses email. Ils ont pu récupérer tous les codes d'accès aux API. Et ils ont pu surtout récupérer les brevets. Parce que la valeur de ces entreprises qui étaient tombées, c'était des brevets et des données clients. Voilà quoi ça. Quand on parle d'une API, on dit ouais, c'est un truc, on va avoir accès, c'est pas grave. Si, c'est hyper grave. Là, le préjudice, c'est que l'entreprise qui avait malheureusement déposé le bilan pensait pouvoir revendre ses actifs pour épurer sa dette. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, c'est des petits exemples. Ouais, je crois que ça peut être une priorité. Mais ça dépend exactement du contexte, parce que si c'est une entreprise qui commence à jouer le jeu de la cyber, si tu ne connais pas encore quelles sont les API principales qui tiennent les services, donc qui tiennent la boîte où elle est. Donc, par exemple, le Crédit Agricole, si la compte basique elle arrête et tout l'argent disparaît, je crois que ça, c'est un problème. C'est un problème. Ce sera un problème, mais c'est un problème. Donc, si j'ai protégé déjà des bases les choses principales, absolument. C'est pas les API principales qu'il faut prendre en ligne de compte. Ça, c'est dans toutes les entreprises sérieuses, c'est protégé. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le sujet, le vrai sujet, pour moi, c'est plutôt l'API qui va être en legacy ou qui va être mis. Voilà, on sort une nouvelle version, on garde l'ancienne parce qu'on ne sait jamais si on a besoin d'avoir une reprise d'activité, ce type de choses, ou qu'on a besoin d'aller revoir le code parce qu'il y avait des choses qui ne seront peut-être pas forcément portées dans la nouvelle API. C'est des choses classiques, c'est du métier. Où ça devient plus gênant, c'est quand cette ancienne API a toujours accès à de la donnée de prod. Oui. Ou quand cette ancienne API a accès au reste du réseau qui malheureusement, la segmentation initiale va te servir à rien.
parce qu'on va pouvoir faire le déplacement latéral, ou qu'on va pouvoir se rebondir à travers tous les réseaux d'administration. Bon, c'est plus rare, mais c'est pas le genre de choses qu'on voit beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir sur la question des API, donc, selon une étude justement que j'avais trouvée sur Gartner, qui explique que les fuites via API, c'est 10 fois plus important en termes d'impact qu'une fuite de données. Et notamment, on voit ce qui s'était passé notamment avec Dell, qui avait perdu près de 49 millions d'enregistrements. On peut se poser la question de savoir, à qui revient la faute en fait? Est-ce que les API sont par définition faillibles et donc on peut justement les améliorer, ou est-ce que c'est la faute du développeur? Je crois que dire que c'est la faute des développeurs, c'est trop facile. Trop violent. et c'est convenant aussi pour tout le monde parce que c'est finalement eux qui gèrent le code. Mais il y a toute une chaîne de développement qui doit être aussi sensibilisée à la sécurité et qui doit aussi prendre en compte quels sont les besoins de la sécurité pour développer ça. Donc avant que ça arrive aux développeurs, on doit sensibiliser aussi les product owners, les business entièrement en disant OK, on a besoin de faire ça, mais c'est quoi l'enjeu? Récemment, on a eu un sujet d'un collègue qui avait besoin de gérer les employeurs qui bossaient en Inde. Et il voulait faire à tout coup un software en Python fait maison, en mode vas-y, vite, et je vais exposer cette API et tout se passe bien. Mais on dit, OK, mais les besoins, c'est celle-là, mais pourquoi exactement vous avez besoin d'exposer l'API avec toutes les données RH des personnes? Ah ouais, c'est vrai, c'est les données. Donc, maintenant tu me le dis. Maintenant que tu dis, c'est vraiment un sujet. Donc, on a arrêté les sujets déjà en mode dans le pensée de business. OK, peut-être qu'il faut regarder comment on va faire ça. Donc, c'est là que tu rentres dans des processus industriels et dans les grandes sociétés, dans les mondes de la finance, de l'assurance, tu es régulé, donc tu ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on appelle une analyse de risque. Et dans ton analyse de risque, tu vas prendre, si tu es sur une API, tu vas prendre tous les risques potentiels que tu vas avoir. Et tu as toutes ces questions qui vont arriver suite au fait que ça s'appuie sur le référentiel de l'OWASP. Donc, en théorie, si tu as suivi déjà juste cette partie-là, au niveau hygiène informatique, ton API va être un peu plus délicate à attaquer qu'une API qui est complètement ouverte. Sauf évidemment si la doc est disponible sur Internet, on revient au fameux truc, elle est librement accessible, tu lui donnes toutes les clés, un credential qu'on trouve sur Bridge Forum, et puis voilà, c'est parti, quoi. Il y a quand même la compliance, donc tout un tas de normes, alors qui ne sont pas uniquement destinées aux API, mais on a DORA, NIS2, etc., qui ont tous certains aspects qui poussent à la sécurisation de tous les systèmes et des API. Et le seul sujet, la seule solution d'après moi, c'est vraiment encore une fois le monitoring du cycle de vie, imposer des normes à toutes les API. Et puis des audits réguliers. On l'a vu en 2023, il y a eu 16 grands constructeurs automobiles pour lesquels des failles assez importantes, assez conséquentes ont été révélées. Alors la réalité, c'est qu'elles ont été révélées par des chercheurs qu'eux-mêmes avaient missionnés, donc elles n'ont pas vraiment été exposées sur le marché. Mais ce sont des applications, alors c'était en lien avec des applications qui permettent de gérer vos voitures hybrides ou électriques. Et ça pouvait aller jusqu'à détourner les données des GPS, ça pouvait aller jusqu'à démarrer la voiture, la faire en conduite autonome pour l'amener à l'endroit où on voulait. Il y a des exemples qui ont été faits là, au Canada. Dernièrement, ils ont fait des exemples assez sympas. Donc, les marques, on peut les nommer. C'est BMW, il y a un peu de Mercedes, il y a du Jeep. Mais le Jeep, c'est un terrain d'entraînement. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'on s'amuse à... Je ne serais pas lancé dans les nommer, mais il est plus risqueux que moi, donc c'est très bien. Mais ça pouvait même aller, alors pour des hackers les plus malveillants... Sans rentrer dans la voiture, c'était ça qui était intéressant dans les API. C'est-à-dire qu'on connaissait tous le coup, on démonte la trappe du réservoir de la Telsa, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Alors que là, dans le cas présent, ils ont démontré que juste avec la connexion 3G qu'ont ces voitures, il y a de la télémétrie, il ne faut pas l'oublier, et en passant par la télémétrie, en attaquant l'API de la télémétrie, vous avez accès à la voiture comme si vous étiez à l'intérieur avec les clés. Et ça, c'est génial. Quoi, c'est génial? C'est pas dangereux. Disons que quand on lit le truc, on dit cette voiture-là, j'achète pas, celle-là, j'en veux pas. Et c'est pour ça que je roule dans un vieux Volkswagen de 1964. Ouais, par coïncidence, j'ai déjà bossé dans le domaine de automobile aussi. Et normalement, ça doit être tout bien séparé. Donc,
la question de 3G, j'avais regardé à l'époque, c'était vraiment un vrai sujet. Tout le monde était OK, on regarde. Parce que normalement, la voiture, elle a son propre identifiant, son propre SIM card pour se connecter. Donc là, ils ont fait un fake antenne pour la connecter. Et voilà, ça marchait comme ça. Du coup, tout le monde demandait, OK, on fait ça pour les protéger, on fait quoi? Et bon, on est parti plutôt pour le côté certificat, pour regarder quelles données on va laisser passer ou pas. Mais c'est vrai que dans ces cas, l'idée à l'époque, c'était juste essayer de segmenter. Donc, OK, il va arriver à ouvrir la voiture, mais il n'arrive pas à démarrer. Ou il arrive à utiliser. C'était l'informatique 1.0, ça. C'était quand tu avais juste les systèmes de entertainment, quoi, leur système de l'autoradio, le petit écran géant qui faisait croire que tu faisais des trucs. Sauf que maintenant, tout est interconnecté avec tous les systèmes de sécurité, tous les radars, etc. Et on découvre qu'il n'y a pas de vrai firewall, il n'y a pas de segmentation. Alors, il y a des segmentations de process, mais pour faire une élévation de privilèges, c'est hyper basique, quoi. Ouais, mais il y a des segmentations au niveau voiture. À l'intérieur de la voiture, c'est possible de faire. C'est possible. De séparer les mécanismes. Mais bien sûr, il y a toujours les façons de bypasser. Mais c'est bien possible de faire toutes les choses séparément et en principal de, comme on dit, sécuriser les choses comme le moteur, le démarrage, et essayer de rendre la voiture assez... Oui, puis les constructeurs, suite à ce genre de POC, tu vois, suite à ce qui s'est passé lors de c'était un hackathon qui était fait, tous les constructeurs ont fait des upgrades de firmware. Oui. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas dit on fait du rappel de voiture comme à l'ancienne, en disant ramenez votre voiture au garage, etc. Grâce à la télémétrie, ils ont fait OK, on fait un patch. Ils ont fait leur Windows Update. Quoi. Surtout qu'il faut dire aux auditeurs que ce soir, c'est le patch Tuesday. Il ne faut pas l'oublier, il y a le patch Tuesday ce soir. Donc, ils ont fait leur patch Tuesday sur toute leur voiture et ça a fait que pour les cambrioleurs, pour les voleurs, ils se sont trouvés en mode ils ne pouvaient plus piquer les voitures, les faire démarrer ou les déplacer. Ouais, vas-y. Je pense encore, pour reboucler sur le comportemental, je pense que l'analyse comportementale dans ce genre de cas est essentielle. Parce que là, on part du postulat que les credentials sont les bons, la personne utilise une API à des fins frauduleuses, donc va faire tout un tas d'actes malveillants sur une voiture. Mais en ayant une analyse comportementale un peu fine d'un profil type de ce que va faire un utilisateur, il ne va pas essayer de faire exploser la valve de son pneu ou combiner avec dans les films, des mouvements sur le GPS qui vont être complètement incohérents. Donc là, on peut définir des patterns d'utilisation par utilisateur et bloquer, suspendre l'accès si on Mais il y a un constructeur coréen, ils avaient utilisé les credentials d'un garage où il y avait toute la maintenance. Et grâce à ce credential, identifiant mot de passe, ils avaient pu avoir accès à toute la base de données de tous les identifiants uniques de chaque voiture de la marque qui était en Europe. Et ils étaient capables de pouvoir changer le nom du propriétaire, de pouvoir dire que la voiture avait un entretien à faire ou pas, de l'amener au garage, etc. Oui, et bien entendu de la démarrer. Non, c'est juste les API, c'est vraiment une vraie menace, quoi. C'est exactement, c'est sur ça. Alors Nathan, vas-y. Non, j'allais juste reboucler. Effectivement, je pense pour revenir à l'impact des API plus élevé qu'une simple fuite de données, là on en parle, c'est parce qu'une API, c'est pas juste j'expose des données, c'est j'expose des données et des fonctions. Donc on peut faire des opérations, soit de modification de la donnée, soit de suppression de la donnée, soit là d'impact physique. Donc on parle de voiture, mais ça peut être... On peut déconnecter. C'est pas que dans les films, le côté de déconnecter les freins, on peut dire à la voiture, par exemple, il n'y a plus le SP qui est en route, il n'y a plus l'ABS. Les freins, on peut les mettre en mode maintenance et la personne peut se retrouver dans une situation très compliquée. On interagit avec tous les objets du quotidien. Donc l'IoT a bouleversé la donne avec des millions de devices disponibles sur le marché qui font tout un tas de choses. Donc ça peut être une tondeuse, un frigo, des choses un peu plus sensibles évidemment. Une caméra IP. Ou même des outils médicaux, où là on peut vraiment avoir accès à des outils qui peuvent... La climatisation, c'est un des très bons exemples. Target qui s'est fait poncer... qui a une compréhension de système de paiement. Non, ils se sont fait poncer, mais ils sont passés par le réseau de la clim. C'est incroyable. Ils sont passés par le réseau de la clim, ils sont arrivés sur les caisses enregistreuses. Target, c'est l'équivalent d'un Castorama ou d'un Leroy Merlin en France. Et ils se sont fait poncer, ils se sont pris 100 briques. 100 millions de dollars. Justement, en fait, à la lumière de tout ce que vous êtes en train de me raconter depuis tout à l'heure, parce que c'est très bien, on est vraiment sur des cas concrets, on a plein d'exemples. Moi, j'en avais un, alors je le partage à l'écran pour ceux qui me suivaient, mais au final, les exemples que vous m'avez donnés font beaucoup plus peur. Moi, je parlais justement de fuite de données. J'allais vous raconter l'histoire justement
T-Mobile qui a révélé un hack suite à une API, sur son API qui a fait une fuite de 37 millions de données clients. Mais là encore, on n'est que sur des données. Moi, ça me fait beaucoup moins peur, je tiens à vous le dire, que ma voiture qui s'arrête. Hein. Okay, mais forcément, ça m'amène à la question de savoir, bon, très bien, on a ce cas-là, on a tous les cas que vous nous avez donnés. Est-ce qu'on a donc une réelle prise de conscience de la part de ces entreprises du fait que les API, finalement, c'est un vecteur d'attaque réel et clairement très dangereux? Je crois qu'au-delà des entreprises, il y a aussi, ici on parle encore de voitures, l'Union européenne a pensé aussi des réglementations pour ça. Donc pour les choses qui peuvent trouver danger direct à la vie, donc on a la UN 155 et 156, donc pour exactement les voitures connectées et pour actualiser les voitures connectées. Ils ont déjà pensé quels sont les critères de sécurité qu'on a exactement besoin. Pour éviter d'avoir assez de soucis. Je crois qu'il y en a aussi les réglementations pour la partie de santé. Donc, je crois qu'au-delà des entreprises, bien sûr, chaque entreprise, quand il y a un fuite, un souci lié à son industrie, tout le monde se regarde. Mais je crois que ça touche aussi les nouveaux lois, la réglementation. Au niveau des télécoms, c'est un peu différent parce que tu as des classes actions qui sont faites parce qu'on parle d'entreprises américaines. Tu as Verizon aussi qui a eu droit à sa fuite via API. Et en plus de T-Mobile, mais surtout c'est l'espionnage qu'il y a derrière. Il faut voir que ce sont des state sponsors, donc ce sont des États qui vont faire de l'espionnage, ils vont faire ce qu'on appelle de la cyber-intelligence, et ils vont récupérer des données sur la géolocalisation des gens, sur etc. Il y a un certain nombre de... C'est-à-dire que ça ne va pas être utilisé à des fins de retirer de l'argent, mais ça va être pour cibler, ça peut être pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et dans le cas de ces entreprises américaines, elles ont ce que j'appelle la double peine. Il y a donc la première peine, ils sont exposés médiatiquement. La deuxième, c'est la class action. Qui n'existe pas, qui n'existe pas en France. Ouais. Quand il y a 37 millions de clients sur T-Mobile qui sont piratés, ils font une class action, ils vont tous toucher un peu d'argent. Quand vous avez une fuite de données chez un fournisseur Internet ou un constructeur de meubles, ou etc., bah vous avez zéro. On vous dit juste, vous avez une fuite de données, protégez-vous. Et tout ça, c'est fait par une API. Ça fait sourire parce que c'est notre système qui est comme ça en France, mais aux États-Unis, pour ces entreprises, à chaque fois, on ne regarde plus que le risque de l'API, on va regarder le risque financier. Et après, il y a le risque étatique. Là, c'est autre chose, on rentre dans la sûreté, etc. Nous, chez Akamai, on fait beaucoup de... Alors, initialement, on a un métier de CDN, on fait beaucoup de cybersécurité, donc on a une assez bonne visibilité sur tous les événements. Hein, donc, on a une sorte de météo des attaques, donc on voit quelles sont les attaques. Donc effectivement, le vol de données personnelles, vol de données bancaires, etc., ça reste une obsession. Ce que l'on observe aussi, c'est qu'on a beaucoup de data scrapping, c'est-à-dire donc là, on est vraiment dans l'API abuse, de gens qui ont les bons credentials, qui vont rentrer sur une API. Le data scraping, c'est je vais collecter des données, donc c'est du viol de données, de propriété industrielle, industrielle. Donc on va essayer de pirater des données. Ça impacte la performance des plateformes parce que je scrape toutes les données. On a le scalping. Le scalping, c'est ce que l'on voit notamment, l'exemple phare, c'est les places de concert. Donc un artiste connu met en vente des places de concert. Et puis d'un seul coup, on a tout un tas de bots qui vont se ruer là-dessus pour acheter toutes les places de concert disponibles pour les revendre et les revendre plus cher. On a ce phénomène-là avec les sneakers aussi, etc. Donc on n'a pas que le vol de données personnelles, même si les données personnelles, ça reste globalement ce qui intéresse le plus les hackers, on va dire, données personnelles, données bancaires, données médicales, etc. C'est une très très bonne valeur au niveau du marché noir, parce qu'on peut la revendre à plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est dans la mécanique de l'attaquant. Un attaquant qui fait un système persistant sur une API, il ne va pas l'exploiter forcément. Ce groupe d'attaquants, il va être spécialisé dans le fait de mettre un accès persistant sur le système de l'API. Il constate qu'il a un accès, par exemple, sur la société A. Il est toujours valable au bout d'une semaine, il ne s'est pas fait détecter. Et ben, il va le revendre sur une marketplace, sur le dark web. Il va dire, voilà, moi j'ai un accès sur de la société A qui vous intéresse. Elle fait de la défense, elle fait de la finance, de l'assurance, etc. Et aujourd'hui, on sait que le gouvernement chinois, ça a été reconnu officiellement par le département de la justice américaine, donc là, il n'y a pas de sensationnalisme, ils achètent ce genre d'accès pour 100 000 euros, 100 000 $. Donc vous avez un accès persistant, ça intéresse des États, et ils vous donnent de l'argent. C'est incroyable, quoi. C'est le côté où il y a eu des arrestations qui ont lieu aux États-Unis parce que des gens ont mis des accès persistants sur des passerelles VPN, par exemple. Et quand vous installez vos shells, ainsi que sur des API, ils disent je vais revendre ces accès. Et une fois qu'il y a ce deuxième groupe d'attaquants qui arrive, c'est un groupe qui va être spécialisé sur je vais faire le scalping, le vol intégral et tout le scrapping qui va autour. Je récupère les données, mais je ne vais pas les utiliser encore.
je vais le proposer à un troisième groupe qui, lui, va y trouver de l'intérêt. Il y a de la donnée de défense, il y a de la donnée financière, il y a de la donnée personnelle, il y a de la donnée de santé. Et il va le revendre à d'autres groupes qui sont spécialisés. Et ça peut être vendu jusqu'à 5 fois. Mais à chaque fois, à chaque étage, à chaque groupe d'attaquants, il y a de l'argent qui passe. Et c'est bien là en fait que Et c'est une vraie économie. Hein, les attaques sont les plus pernicieuses. C'est bien là que les attaques sont bien plus pernicieuses. C'est qu'autant les attaques DDoS, elles sont massives. Je veux faire tomber un service, j'envoie X millions de requêtes sur un service, il tombe, c'est visible, tout le monde est au courant. Autant là, on a accès à vraiment du shadow API autour d'API zombies. C'est revendu, ça dure. Et souvent, ceux qui ont édité, qui ont ces API, qui en sont propriétaires, ne sont pas au courant et peuvent très bien ne pas être au courant pendant des années et des années. Et c'est là que c'est vraiment extrêmement dangereux, extrêmement risqué, notamment pour des données bancaires, pour des données médicales, pour des données extrêmement sensibles. Un web shell et un accès persistant, c'est 3 mois minimum de présence. C'est ce qu'on voit dans les temps. Et au moment entre la première compromission initiale, le fait de la revente et le fait de la détection, parce qu'on ne parle jamais de la détection, mais à un moment, il y a la détection qui va se produire, on est sur 6 mois, 12 mois, 24 mois, ça devient plus rare. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de publicité parce qu'on est sur des state sponsors. Il ne faut pas oublier que quand un attaquant, c'est comme une partie de poker, il met de l'argent sur la table et il va espérer en récupérer plus. Et quand vous avez 24 mois d'infiltration, donc ça veut dire que vous avez des gens qui doivent vivre pendant ce temps-là, ils doivent payer leur loyer, c'est beau être des cybercriminels, ils ont des frais. Et donc, vous dites, pour faire cette arnaque, je vais mettre 30 000, 40 000, 50 000 euros, mais je sais qu'elle va me rapporter 500 000, donc c'est hyper rentable. Mais et c'est là qu'on voit qu'au bout de 6 mois, toutes les attaques se déclenchent. C'est là qu'ils se font détecter parce qu'ils deviennent un peu trop gourmands. Ils ont besoin d'avoir ce ROI. Et puis surtout, il faut montrer à la cible, je t'ai volé des données, tu m'as détecté, mais ça fait 6 mois que je t'ai poncé, il n'y a pas que l'API, il a poncé tout le réseau. Et ça, c'est quelque chose de classique. Alors, je vais revenir un petit peu au public qui pose des questions. Je vais prendre la question d'Ali. Quid de la cartographie des risques pour ces API, acceptation du risque au profit du maintien opérationnel? Il faut choisir ça. Moi, je laisse toujours les business choisir. Je dis, regarde, vous avez ça comme risque et c'est ça le souci. Du coup, je vais choisir en mode, pour nous, pour la sécurité, c'est une priorité, c'est un problème. Mais si ça pose beaucoup d'enjeux au niveau business, normalement, je choisis accepter le risque. De mon expérience, la majorité, beaucoup acceptent des risques. Accepte le risque. D'accord. De toute façon, les API sont un mal nécessaire. Alors, c'est une opportunité de business, ça fait partie de la transformation digitale. Après, on en parlait tout à l'heure, le DevSecOps ou le DevOps. Encore une fois, je pense que ça permet de vraiment réconcilier des mondes qui font que ça permet quand même aux développeurs d'avoir une certaine agilité, une certaine liberté. Tout ça avec une bonne gouvernance, une bonne compliance, pour leur permettre d'être réactifs, parce qu'il faut être concurrentiel, il faut proposer de nouveaux services, de nouveaux produits, il faut interagir avec son écosystème. On n'a pas le choix, on est obligé de le faire. C'est vraiment un ensemble de choses, la protection des API. Je pense qu'il faudra. Et le business doit continuer. Il ne faut pas oublier que la cybersécurité, ce n'est pas fait pour empêcher l'entreprise de travailler ou de continuer le business as usual. Le business doit continuer. Notre rôle à nous, c'est de dire il y a un risque, on va trouver une mitigation. C'est ça notre rôle. Le vrai conseil, c'est de trouver la mitigation. C'est pas dire, il y a une API, il faut tout de suite couper le serveur, retirer le câble. Bon, c'est dans les films, ça marche. Dans la vraie vie, c'est non, t'es gentil, il y a 3 milliards qui passent tous les jours là-dessus. On va pas couper comme ça. Donc, il y a à ce moment-là, voici le risque qui a été identifié. Voilà comment on l'envisage, la mitigation. Et puis, parfois, il y a des mitigations qui demandent c'est même plus au niveau du métier, c'est au niveau COMEX. Et de dire, voici la mitigation qu'on met en place, mais elle est que partielle. Et c'est quelque chose qui se fait de façon sur la table. Mais il ne faut pas arriver en mode ayatollah ou extrémiste total en disant je fais de la cybersécurité, votre API elle est exposée, il y a un sujet, on coupe. C'est bon, ça c'est les années 80 quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, Nathan? Ça, aujourd'hui, c'est pareil, c'est un peu standardisé. L'identification des risques. On en parlait tout à l'heure des méthodologies d'analyse de risque. Aujourd'hui, EBIOS, parmi d'autres, c'est une méthodologie standardisée pour analyser des risques. Si vous développez ou vous allez utiliser une application qui utilise, consomme ou produit des API, à un moment, si vous suivez votre méthodologie d'analyse de risque, ça va ressortir, il va y avoir cette dépendance-là. Vous allez identifier vos risques, vous, partie prenante cyber, avec le métier, partie prenante métier. Pour la 0D. Alors, les 0D, oui. La 0D, elle arrive, c'est là que là qu'on rentre dans le système compliqué. Où le métier doit être tout de suite impliqué. Ouais. Il y a une vulnérabilité qui n'était pas prévue dans l'analyse de risque. Et tout de suite, c'est de se mettre autour de la table et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme capacité
à mitiger, qu'est-ce qu'on a comme capacité à éviter l'impact business, comment on doit aussi prévenir les régulateurs, il y a la CNIL, il y a un certain nombre de choses, parce que c'est pas parce que quand on a constaté que généralement il y a une vulnérabilité, c'est que l'exploiter. Hein. Le prédictif, ça marche pas beaucoup quand même. Hein. On l'essaye, hein, ça se vend. Hein. Ça, c'est plutôt de la on intègre réponse. OSO. Alors, il y a quand même des tests qui peuvent Il y a être des tests, réalisés oui, en amont, des tests d'intrusion, des pen tests, etc. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du DevOps ou DevSecOps. Alors, ça s'applique peut-être un peu plus dans le contexte du développeur. On ne va pas faire une analyse de risque EBIOS ou une homologation chaque fois qu'on fait un push. Bon, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a des méthodologies qui existent. Le but, c'est pas qu'elles soient un frein. Effectivement, elles sont là même. Elles standardisent, elles automatisent. À la base, le DevOps, c'est ça, c'est automatiser le développement. Du coup, ça peut être un super bon argument des équipes de développeurs, leur dire utilisez du DevOps, à la fois ça va sécuriser, et à la fois vous allez automatiser toute votre chaîne de développement, des trucs que vous faites, t'es pas convaincu, des choses que vous faites à la main. Je suis super convaincu parce que quand tu dis à un développeur tu vas faire du DevOps, ça veut dire qu'il va augmenter son salaire, il va avoir une meilleure compétence, c'est comme ça qu'il peut le mettre dans son CV. Parce que si tu dis à un développeur normal qui fait du dev depuis 20 ans, tu vois, tu vas faire du DevOps, il te regarde, il faut super une nouvelle techno. Quand tu expliques, tu as 20% de plus, tu as 15% de plus sur ton salaire, d'un seul coup, il va trouver une certaine motivation à mettre en place ce genre de pratique, parce qu'il faut voir moi, pratiquant beaucoup de développeurs dans mon entourage, leur code, ils font du code, quoi, et leur code est parfait, quoi. Quand tu leur arrives, tu dis non, là, regarde, tu as une vulnérabilité qui passe, tu peux faire une XSS, etc. Le gars ne l'apprécie pas, quoi. Et quand tu lui dis, si tu suis cette formation, tu vas utiliser telle techno, tu vas apprendre tel nouveau risque, parce qu'il y a aussi le fait de cet apprentissage permanent qu'on a dans l'IT, il faut motiver un peu, quoi. Non, puis surtout, tu vas bénéficier de tels nouveaux outils qui vont te permettre d'automatiser tout un paquet de tâches que tu fais à la main aujourd'hui. Et ton RSSI va être content parce que tu vas pouvoir lui tamponner à chaque fois. Oui, non, mais d'accord, le COBOL, c'était autre chose. Mais justement, aujourd'hui, on parle tellement de sécurité, de cybersécurité, est-ce qu'on ne va pas vers une situation où de toute façon, on n'aura que des DevOps? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura que des développeurs qui intègrent à un moment ou à un autre de la sécurité? Alors, je pense de toute façon que la sécurité doit être by design. Oui. Donc, les développeurs doivent être accompagnés. Je pense que les développeurs d'il y a 20 ou 30 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ne travaillent plus avec les... Voilà, ça n'a plus rien à voir. Ils n'ont plus le même accompagnement. Ils n'ont plus les mêmes outils. L'IA a tout bouleversé. L'IA permet quand même d'avoir des premiers niveaux d'analyse des risques et des vulnérabilités qui sont extrêmement puissants. Même si, de l'autre côté, on a aussi des hackers qui utilisent l'IA de manière tout à fait professionnelle, quasiment. Mais au moins, ça permet aux développeurs d'avoir déjà accès à des premiers niveaux de sanitisation, comme disent les Américains. On va pouvoir cleaner son code et arriver avec un code qui a déjà été éprouvé par certains outils du marché. Et ces méthodes-là, elles n'empêchent pas, de temps en temps, de faire des tests, soit des pen tests, soit des audits de code où on fait une review de tout le code. Par des tiers de voilà, confiance. Oui, c'est ça. On prend une société externe, on fait un audit et on voit qu'est-ce que ça donne concrètement s'il y a quelqu'un qui a des intentions néfastes et qui a envie d'exploiter notre API. On suit super bien les process en vogue, on a fait une cartographie, notre analyse des risques, mais concrètement, ça donne quoi? Voilà. De temps en temps, il faut l'éprouver. Il y a quand même, je pense, un niveau de sécurité globale qui a considérablement augmenté grâce à tous les outils, toutes les normes, les problématiques de compliance, de gouvernance sur le marché qui fait qu'aujourd'hui, on est à des niveaux acceptables. C'est legacy. Sur des entreprises tirer le legacy, c'est d'avoir ce fameux legacy. Quand vous créez votre entreprise demain matin, vous mettez une API en ligne, c'est facile, c'est pour sécuriser ça. On va dire, il y aura des difficultés budgétaires qui sont tout à fait normales, mais c'est assez facile. Vous êtes sur une entreprise qui a 30, 40, 50 ans d'informatique derrière elle, vous avez du legacy. Et là, vous devez vous dire, est-ce que j'ai pas quelque part oublié? Parce qu'on l'oublie, les gens partent à la retraite, les gens changent d'entreprise, changent de poste, tout simplement. Et il y a des projets qui sont vraiment faits pour des événements, par exemple. Et quand les équipes sont dissoutes derrière, personne ne va voir si cette API est encore en ligne. Il y a des études... la CMDB miraculeuse ont dit j'ai tout qui est documenté. Bon, je veux bien aller travailler pour cette entreprise. Alors, le public n'est pas convaincu. J'avais un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui disait au niveau de l'historique d'un SI, la documentation n'a pas forcément été réalisée correctement. C'est clair, mais je suis tout à fait... Les distance et experts ne sont pas convaincus qu'on a un historique parfait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on pourrait parler de ce produit comme SharePoint ou d'autres produits de documentation, mais il y a 20 ans, c'était fait dans un fichier TXT. Il est où ce fichier? Et aujourd'hui, plus personne ne veut ça. Et puis la personne l'a écrit avec une certaine façon de faire qui ne l'est plus d'aujourd'hui. Les technologies ont changé. Il y a un certain nombre de choses, quand on voit certaines anciennes API de paiement, c'est extraordinaire, quoi.
On est sur du... Tu voulais... Oui. Pardon, non, je crois que c'est exactement ça mon travail. Comme AppSec, on est là, on suit depuis le début jusqu'au test, on teste aussi. Donc, les choses que je vois, c'est on a beaucoup d'outils qui nous aident à rester, parce que bon, si tu es toute seule pour regarder tous les codes de tout le monde, tous les API, tu vas rendre folle. Donc il y a pas mal d'outils qui nous aident à regarder, à tester et à automatiser ça, et aussi à automatiser notre test de sécurité, qui ça pour nous aider aussi à rendre ça plus safe. Et en parlant de tout le monde va devenir DevSecOps, c'est ça l'idée. C'est un rêve, mais pour ça il faut encore beaucoup de niveau de conscience de sécurité un peu partout, aussi au niveau des plateformes pour le SRE, pour les gens qui font les structures, qui aussi sont pas assez, comment on dit, sensibilisés au niveau de sécurité. Parfois, c'est un problème qui vont aux écoles. C'est-à-dire que c'est aux écoles, au lieu de former des programmeurs qui font du Python au kilomètre, et entre guillemets, je crois qu'on a une expression dans les années 80, c'était pisser la ligne. Ouais, ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, ouais. Ouais. Donc tu vois, c'est ce genre de truc, il faut arrêter, quoi. Ça, c'est aujourd'hui, quand on fait du développement, c'est apprendre à faire du développement sécurisé. Toute votre vie, vous serez bankable, et puis surtout, vous allez faire du code qui sera reconnu dans votre entreprise. Quand on dira, ce gars-là, il bosse sur tel sujet, c'est pas juste un mec qui va pisser du code, quoi. Pisser du code, on sait tous le faire. En plus, maintenant, avec les IA, alors là, n'importe qui peut en faire. Alors que faire du code sécurisé, durci dès le démarrage, en particulier sur les API, c'est de l'or en barre que vous avez. Ouais, c'est pas facile de trouver les professionnels comme ça, donc c'est pour ça. Il coûte très cher. Tu as aussi le problème, tout simplement, il y a un effort important qui est demandé à ces personnes, et c'est quelque chose là où les entreprises sont quand même responsables, c'est de dire on veut bien avoir des DevSecOps, etc., mais quand à la fin on lui dit on te propose 35 000 € par an, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds du tout, quoi. Ils disent tu vas garder ton poste. Hein. C'est comme ça la réalité, quoi. C'est dire on veut des gens qui soient hyper sécures, qui nous fassent du dev de haut de gamme. Oui, mais un développeur, et c'est ce qui fait partie pour moi dans les API, quelqu'un qui veut faire du code qui soit de bonne qualité, faut le payer. Et ça a un coût, et on peut pas tout le monde. Ouais, puis je pense que les entreprises ne sont pas encore équipées à la mesure de l'enjeu que représentent les API. Nous, ce que l'on voit dans les API, c'est que ça représente déjà plus de 50% des attaques et du trafic web mondial. Donc c'est monumental. Ça a pris des proportions énormes avec l'explosion de l'IoT, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais la démultiplication de tous les devices qui génèrent énormément de trafic au quotidien. Et il y a énormément de devices qui sont ajoutés tous les jours, qui ne sont pas forcément bien sécurisés. Donc les API, c'est devenu un enjeu majeur qui demande des investissements, et ça, les entreprises ne sont pas encore tout à fait disposées à le faire, comme les particuliers. Mais il y a une étude qui montre qu'il y a une moyenne de 15 000 API par entreprise. Alors le chiffre ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire par contre, c'est que le nombre d'API est énorme. Le coût des téléviseurs. Le téléviseur qu'on a tous à la maison connecté, etc., il faut savoir qu'il discute via une API sur par exemple votre fournisseur qui peut s'appeler Philips, Samsung, etc. quoi. Et à partir de là, vous pouvez faire du rebond et faire des attaques par DDoS. Enfin, vous fabriquez un botnet, c'est hyper simple. Une fois que vous êtes rentré dans l'API de tel téléviseur qui est un peu connu, vous décidez de prendre la main et vous avez bénéficié de la bande passante de tous les propriétaires. Donc évidemment, quand vous êtes sur des pays où ils sont encore avec de la DSL, effectivement, vous n'allez pas être très loin, mais quand vous êtes sur des pays où c'est que de la fibre optique, vous avez une capacité d'attaque qui va être extraordinaire. Et en plus, le serveur de contrôle, il sera lui qu'une toute petite machine, généralement à l'est de l'Europe. L'exemple qui illustre bien la démultiplication des API, c'est les applications sur un téléphone, tout simplement. Une application sur un téléphone, c'est ni plus ni moins que l'interaction de plusieurs API. Ça peut être des dizaines, des milliers, des centaines. Et des applications, on en a tous des dizaines, on en rajoute tous les jours, on les met à jour plus ou moins... de manière plus ou moins sérieuse tous les jours, on va dire, mais on est entre guillemets condamné à en utiliser de plus en plus, et tout ça derrière, ça fonctionne avec des API. C'est utilisé de façon totalement transparente. On parle des applis téléphone, mais effectivement, aujourd'hui, quand on fait une nouvelle application, un peu la base, c'est d'avoir son back-end avec ses données, ses fonctions. Et ensuite, le front, c'est que de la communication avec des API. Ça peut être une application téléphone. Ouais. Je viens de penser tout. Je suis désolé. Vas-y. Je suis en train de penser au fait que quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on avait dit que les cyberattaquants russes allaient mettre le pays à feu et à sang, entre guillemets, au niveau numérique, et surtout qu'ils allaient couper l'accès à l'électricité, l'eau, etc. Et ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que toutes ces chaînes d'industrialisation n'avaient aucune API d'exposé. C'était des systèmes mécaniques. Donc pour ouvrir des vannes d'eau, etc. Alors que
le cas aux États-Unis, c'est l'inverse. Toutes les attaques qu'on a pu avoir sur les fournisseurs, entre guillemets, c'est des d'eau, API. de distribution de pétrole, etc., les pipelines, etc., ils sont tous interconnectés avec des API. Eux se sont fait poncer, mais en long, en large, en travers. C'est même un terrain de jeu au niveau de certains États. Mais c'est ce côté, entre guillemets, assez surprenant qu'on ne se rend pas compte que les API nous accompagnent à notre quotidien, mais sur un certain nombre de choses dans les pays occidentaux. Alors que sur certains continents qui sont pas aussi connectés, c'est pas parce qu'ils sont en retard, ils sont juste qu'ils sont pas aussi connectés. Ils ont le même service. Hein. Vous ouvrez votre robinet en Ukraine, vous avez de l'eau. Hein. Mais à la différence près, vous n'allez pas avoir une API connectée sur votre centrale pour diffuser de l'eau. Alors, du coup, Nathan, Pardon, voilà, je suis. Non, ça mais- veut dire, C'est vrai, maintenant elles sont beaucoup plus cachées. On pense beaucoup aux API qu'on expose et qu'on offre comme service à des clients et des utilisateurs tierces. Mais effectivement, elles sont utilisées même en interne au sein de notre propre application sans s'en rendre compte. Ça communique avec des API. Donc oui, il faut faire attention à ça. Ouais, en curiosité peut-être, j'ai aussi bossé pour les mobiles. Donc, si on pense d'expositions qui sont plus vulnérables, surtout le web, parce que les dispositifs mobiles, ils ont des couches de sécurité assez plus fiables, parce qu'il y a des hardware à côté. Du coup, on peut raccrocher beaucoup plus de certificats, mettre dans les endroits sécurisés dans le hardware. Donc, quand on utilise les applications qui sont natives des mobiles pour se connecter, on arrive à trouver plus de sécurité au niveau, j'arrive à identifier, à avoir un ADN pour cet dispositif, j'arrive à mettre un certificat, donc le faire le moteur TLS d'un côté à l'autre, savoir exactement qui il est bloqué directement. Donc niveau exposition, les mobiles, si on le fait bien sûr. mobile, t'as les routeurs, c'est les fameux ASIC, quoi, tout ce qui est processeurs, etc., qui sont faits pour. Ouais, c'est les niveaux de sécurité qui ça peut arriver, c'est mieux que l'offre de sécurité côté web, parce que bon, comme c'est plus ouvert, il n'y a pas de hardware connecté, et c'est plus voilà. Et puis tu as un panel d'utilisateurs qui est vraiment différent. Ça peut aller du client mobile à une interface web, à un tiers utilisateur ou client qui veut consommer votre API, à des développeurs internes qui font des actions sur la base en interne sur l'API. Et pour tout ça, il faut les gérer avec des profils et des autorisations et des authentifications différentes. On ne peut pas exposer la même API avec les mêmes fonctions aux mêmes utilisateurs qui utilisent des devices différents. Parfois on a la main entre guillemets. Parfois on connaît le hardware et on peut utiliser la puce protégée ou le conteneur de certificat pour y mettre des jetons d'authentification. Et parfois, quand c'est pas à notre main, faut trouver une manière comme on peut pour garantir qu'on a bien le bon utilisateur en face, quoi. Oui, on en parlait tout à l'heure avec le Zero Trust, c'est vraiment ça, c'est de se dire je ferme tous les accès et je vais autoriser les bons utilisateurs à avoir les bons accès uniquement. Ce qui va éviter, lorsqu'un utilisateur a été compromis sans le savoir, de pouvoir naviguer latéralement sur un réseau. Donc de ne plus finalement se dire, une fois que j'ai les credentials qui ont été authentifiés, je suis le bon utilisateur, j'y vais, j'ai le droit d'avoir accès à tout mon réseau, mais d'avoir vraiment des flux qui soient identifiés, cartographiés. Donc c'est l'essence même du Zero Trust, en fait. Et là, on vient sur la vulnérabilité des comptes et des mots de passe codés en dur, qui fuitent régulièrement. Et quand c'est codé en dur sur le proc, c'est un avantage énorme pour l'attaquant. C'est toujours ce côté, se mettre de le côté de l'attaquant. Et dernièrement, il y a un équipementier célèbre qui fait des routeurs, qui avait codé en dur à l'insu de ses utilisateurs des comptes avec des privilèges route, donc administrateur, et ça a fuité. Alors, ce qu'on n'arrive pas à trouver dans la source, c'est comment que ça a fuité. Mais il y a le compte, il y a le mot de passe, et grâce à ce mot de passe, vous faites un déplacement latéral sur toute la machine et sur tout le réseau. Surtout, vous sortez de cette machine et vous pouvez aller vous promener sur tout le réseau. Et vous avez un privilège au niveau incroyable. Vous pouvez même aller jusqu'à l'AD, quoi. Voilà, Alors, c'était le... Parmi les dernières questions, parce qu'on arrive à la fin, alors forcément, on en a brièvement parlé tout à l'heure, entre le fait de sécuriser les API, mais aussi de devoir sortir rapidement des choses innovantes. Comment on fait aujourd'hui, parce que finalement les développeurs sont aussi sous pression pour livrer des choses qui fonctionnent, des choses qui sont innovantes, des choses qui sont facilement utilisables. Comment on fait en fait pour pouvoir allier l'innovation, j'ai envie de dire, l'UX aussi, l'utilisation, et la sécurité. Alors Nathan. Moi, je vais ressortir le mot magique DevOps, mais aujourd'hui, c'est hyper simple de processiser son développement pour faire en sorte, en tout cas, les nouveaux développements
Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Il y a Google, Amazon, Azure, tous les fournisseurs de cloud du marché vous fournissent des chaînes de DevOps qui existent déjà avec des outils intégrés. Si c'est des nouveaux développements, je dirais même au contraire, ce n'est pas du tout un frein à l'innovation. Alors, sans vouloir faire un pitch marketing, c'est un accélérateur d'innovation. Mais non, en fait, ça vous aide. On vous offre tout un panel. On vous vend tout un panel d'outils. Ouais, on est plutôt là-dessus. Voilà. Hein, ouais, On vous vend tout un panel d'outils qu'aujourd'hui vous pouvez utiliser. Il y a déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui dans les suites d'utilisation. Vous pouvez gérer vos profils, vos ressources, leur affecter des tâches, gérer votre versionning, faire des tests, des automatisations d'intégration, de développement, de tout ce que vous voulez. Et en fait, ça arrive tout seul. C'est 3 clics et 2-3 configurations. Et donc non, aujourd'hui, je pense, en tout cas pour les nouveaux développements, ce n'est pas du tout un frein, le développement sécurisé et prendre en compte l'intégration de la sécurité by design. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il n'y a plus d'excuses. Par contre, ouais, le legacy, là, pour des vieux développements, legacy, voilà, ça c'est compliqué. Ouais, Non, pardon. Non, Je crois pas que les outils résoudent les soucis parce que, par exemple, récemment, je me rends compte qu'il y a pas mal de développeurs qui n'arrivent pas à gérer ou ne comprennent pas comment ça marche, les outils de sécurité qu'ils leur ont donnés. Parce que, encore, les marchés, il faut développer. OK, il apprend à développer très vite. OK, le nouvel langage, on apprend. Et comment utiliser les ressources de sécurité correctement, c'est encore un enjeu. Parce que, OK, il faut utiliser ça, mais comment j'utilise ça, comment ça marche? Parce que normalement, ce n'est pas juste cliquer dessus et voilà, on va avoir ça. Donc, il faut utiliser les variables, il faut connecter ci, ça. Donc, il faut sécuriser les clés. Donc, ce n'est pas évident. Et il ne comprend pas exactement comment ça marche. Donc, c'est ça, encore les papiers d'AppSec. Ouais. On est là pour rendre cette technologie et la sécurité facile à comprendre aux développeurs, en mode framework aussi, en mode en train de coder ensemble, hein, en mode OK, on va utiliser ça et c'est comme ça que ça marche pour encrypter, pour utiliser le chiffrement, machin. Donc, on a beaucoup d'outils, mais ce n'est pas évident de savoir utiliser et savoir coder avec. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses en même temps. Donc, pour moi, c'est un vrai enjeu, la conscientisation aussi. Alors, vu qu'on arrive à la fin, je vais prendre encore une dernière question. Et en plus, c'est une bonne question de conclusion, quelque part. Donc, Constant qui demande quelles sont les bonnes pratiques et recommandations générales pour sécuriser les API. Alors, on peut faire un peu un résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce que je crois qu'on a bien couvert les choses. Mais alors, moi, je dirais... l'inventorisation, c'est vraiment un des points clés, l'inventorisation avec le versionning. Il faut éviter le shadow IT, il faut éviter le shadow API. On a l'analyse comportementale qui permet d'éviter le shadow abuse pour vraiment comprendre qui fait quoi. On a le prisme du zéro trust en se disant de toute façon quelqu'un à un moment ou à un autre arrivera à pénétrer sur mon réseau, il faut éviter les déplacements latéraux, donc je vais segmenter mon réseau, je vais cartographier mes flux, je vais limiter mes accès aux utilisateurs qui ont droit d'avoir cet accès, je ne vais pas ouvrir tout et n'importe quoi. Et puis sur la durée, je vais bien monitorer la surface d'exposition et l'évolution de cette surface d'exposition qui est condamnée à évoluer puisqu'on fait du versionning régulièrement. On a parlé du DevOps, qui est DevSecOps, qui sont des angles intéressants et qui ont vraiment changé la donne au niveau du développement. Donc on ne considère plus que les développeurs soient les uniques responsables de tout ça, mais effectivement, avec la compliance, la gouvernance, le DevOps et le SecOps, donc en mettant tout ça, si vous voulez, dans un shaker et en le mélangeant, je pense qu'on arrive à avoir une bonne hygiène pour sécuriser des API et de bonnes pratiques. Donc il faut garder un œil attentif et puis surtout mobiliser les bons investissements à plusieurs niveaux pour pouvoir répondre aux enjeux critiques que sont les API. Parfait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Finalement, ce sujet fait partie de ces sujets qui auraient pu faire plus d'une heure, puisqu'on avait encore des choses à se dire sur ce thème. Donc, merci au public qui nous a suivis, de nous avoir regardé tout au long de cette soirée, d'avoir échangé, d'avoir posé des questions. Malheureusement, je n'ai pas pu poser les questions de tout le monde, mais en tout cas, j'ai vu vos échanges. Ce soir, on était en partenariat avec Akamai, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc sur le thème de la table ronde si vous le souhaitez. On remercie encore donc nos experts d'avoir répondu à mes questions, également ceux du public. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à une prochaine émission Risque Intel Média.